Bonjour et bienvenue. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune histoire, pleine de mystères, de suspense et d'événements défiant toute logique. Dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez. Je suis curieux de savoir quel coin du monde participe à cette aventure macabre. Le palais se dressait au bord d'un abîme, comme sculpté par le désespoir lui-même. Ces tours gothiques, noircies par le temps, projetaient de longues ombres sur la vallée brumeuse. Il attirait les regards par son imposante présence et le silence qui l'entourait, un silence qui semblait palpiter et observer ceux qui osaient franchir la porte rouillée. Claude Darnay, homme politique influent et héritier d'un empire financier, arriva en France en quête de refuge et d'opportunités. Mais ce qui l'amena dans ce palais n'était pas seulement l'intérêt pour sa grandeur décadente. Des rumeurs circulaient sur des réunions clandestines, des décisions obscures et des destins scellés entre ses murs. L'homme se sentait à la fois curieux et inquiet, un dangereux mélange d'ambition et d'arrogance qui le rendait vulnérable aux pièges invisibles du lieu. De l'autre côté, le palais était gardé par un fantôme de l'histoire, connu de peu sous le nom de Monsieur Leclerc. Rares étaient ceux qui connaissaient son âge et ses origines, mais sa présence silencieuse et pénétrante laissait deviner qu'il avait traversé les âges, témoin de trahison, de mort et de pactes secrets. Leclerc n'avait pas besoin de parler pour inspirer la crainte. Son regard pesant posé sur les visiteurs en disait plus long que n'importe quel mot. Dans la première salle, d'immenses tapisseries délavées racontaient l'histoire d'une France ancienne, de guerres oubliées et de familles brisées. Mais à y regarder de plus près, on remarquait des détails troublants, des yeux brodés qui semblaient suivre chaque pas, des mains tendues en gestes de supplication et des figures déformées par la douleur. L'architecture elle-même était un piège psychologique. Des couloirs qui brouillaient la perception, des portes qui menaient à des lieux inattendus, des escaliers qui grimpaient vers nulle part. Claude comprit rapidement que sa présence n'était pas fortuite. Chaque visiteur qui entrait semblait porté par une force invisible, comme si le palais décidait qui serait façonné ou brisé. Un silence glacial s'installa dans la pièce, seulement troublé par l'écho de pas lointains ou le grincement soudain d'une porte oubliée. Il ressentait le poids des histoires tues, des figures puissantes qui avaient traversé ces salles et n'en étaient jamais ressorties indemnes. La tension monta lorsque Claude pénétra dans la bibliothèque principale, où des livres anciens et des manuscrits secrets gisaient sous d'épaisses couches de poussière. Il y avait là des documents qu'il ne fallait pas lire, des pactes, des contrats, et des notes sur le destin politique, personnel et financier de personnalités influentes. Une odeur de moisi mêlée à celle de vieille encre emplissait l'air, et il eut l'étrange sensation d'être observé par de multiples présences invisibles. Bientôt, les premiers signes avant-coureurs apparurent, des portraits de famille, dont les regards semblaient changer d'expression selon le point de vue de l'observateur, des lustres qui se balançaient sans le moindre souffle de vent, et des murmures presque imperceptibles, comme si le passé même du palais tentait de communiquer. Claude sentait que chacun de ses gestes serait scruté, enregistré, et, d'une manière ou d'une autre, jugé. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension si palpable qu'elle en était presque physique, et il commença à se demander jusqu'où sa curiosité pouvait devenir dangereuse. Tandis qu'il explorait le hall principal, une porte latérale s'ouvrit bruyamment en grinçant, et une ombre fugace disparut au bout des couloirs. Claude ne put discerner s'il s'agissait d'un animal, d'un visiteur habituel ou de quelque chose qui transcendait le naturel. Mais l'effet fut immédiat. Un frisson lui parcourut l'échine, et pour la première fois, il comprit que le palais n'était pas qu'un lieu physique, mais un organisme vivant, imprégné d'histoire, de secrets et de conséquences. L'introduction au palais, ses pièges architecturaux et le mystère entourant Monsieur Leclerc instauraient une tension constante, révélant que les lieux ne toléraient ni présomption ni ignorance. Claude savait, au fond de lui, que ce serait une épreuve d'endurance, de ruse et peut-être même de santé mentale. Et tandis que les premières ombres de la nuit enveloppaient l'abîme, la promesse d'événements inattendus planait,
préparant le terrain pour un récit où pouvoir, ambition et peur s'entremêleraient inextricablement. Le palais au bord du précipice n'était pas un simple édifice, c'était un reliquaire d'ambition et de secrets accumulés au fil des siècles. Les pierres usées des murs racontaient des histoires que l'histoire officielle n'évoquerait jamais, des révoltes silencieuses, des complots douteux et des vies sacrifiées pour le pouvoir et l'influence. Chaque couloir semblait receler sa propre mémoire, rappelant aux visiteurs que rien n'y était dû au hasard. Claude Darnay, habitué aux salons modernes et aux lumières scintillantes de Paris, se sentait à la fois dépaysé et fasciné. L'atmosphère ancienne, chargée d'histoire, semblait le mettre à l'épreuve à chaque instant. Il commença à remarquer les détails subtils, des tableaux dont les couleurs changeaient sous la lumière, des portraits qui semblaient non seulement observer le présent, mais aussi anticiper les mouvements futurs, et des meubles qui, malgré leur ornementation, exprimaient une impression de rigidité et de jugement. Monsieur Leclerc, le gardien silencieux, devint plus présent à mesure que Claude explorait le palais. Il ne parlait pas directement, mais ses gestes étaient précis, presque rituels. Chacun d'eux avait quelque chose d'ancien et de rituel. La façon dont il disposait les lustres, sa manière de parcourir les couloirs et d'observer les visiteurs. L'autorité qui émanait de Leclerc ne provenait pas de la force physique, mais d'une intimidation silencieuse, d'une connaissance profonde des histoires qui se déroulaient entre ses murs. Le palais accueillait d'autres visiteurs, tous des personnalités influentes, politiciens, banquiers et membres de l'aristocratie. Chacun y apportait ses ambitions, ses craintes et ses secrets. Certains semblaient percevoir l'atmosphère presque vivante du palais, adaptant leur comportement et leur stratégie pour ne pas être victimes de leur propre arrogance. D'autres, moins attentifs, se laissaient entraîner dans de subtils jeux de pouvoir qui semblaient n'exister que pour éprouver la moralité et la raison de chacun. Parmi eux se distinguait Isabelle Moncler, héritière d'une fortune française, réputée pour sa perspicacité et sa froideur. Elle observait chaque mouvement d'un œil calculateur, consciente que dans ce milieu, les alliances pouvaient être aussi dangereuses que les ennemis déclarés. Isabelle et Claude suivaient des chemins différents, mais le palais semblait les contraindre à interagir, à tester les limites et à dévoiler des secrets qu'aucun d'eux ne souhaitait partager. Le cadre reflétait également l'histoire culturelle de France. Des tapisseries médiévales racontaient batailles et trahisons. Le mobilier baroque exprimait l'opulence et la décadence de l'aristocratie, et les jardins labyrinthiques, bien que ruinés, évoquaient la tradition française de dompter la nature et d'imposer l'ordre au chaos. Chaque détail renforçait l'atmosphère de tension et d'observation, nous rappelant qu'en ce lieu, l'histoire non seulement existait, mais pesait lourdement sur le présent. Outre les personnages principaux, le palais abritait des personnages secondaires tout aussi complexes, des serviteurs silencieux, presque fantomatiques, des femmes de chambre connaissant des couloirs secrets, des cuisiniers gardiens de recettes transmises de génération en génération, et des intendants connaissant chaque trappe et chaque passage caché. Chacun contribuait, subtilement, à l'atmosphère de mystère et à l'impression d'une surveillance constante. En explorant le palais, Claude et Isabelle commencèrent à remarquer d'étranges phénomènes, des portes qui se fermaient d'elles-mêmes, des couloirs qui semblaient changer de position et des échos de pas qui ne correspondaient à aucune personne visible. L'architecture gothique, outre sa grandeur impressionnante, fonctionnait comme un véritable labyrinthe psychologique, reflétant l'état d'esprit de chaque visiteur. Il était impossible d'avancer sans ressentir le poids du passé, les décisions d'autrui et les conséquences inévitables qui en découleraient. Le palais, l'abîme et ses habitants formaient un microcosme où s'entremêlaient pouvoir, peur et curiosité. Les puissants qui y parvenaient étaient contraints d'affronter non seulement les autres, mais aussi leurs propres ambitions et limites. C'était un monde où l'histoire et la culture française n'étaient pas un simple décor, mais des acteurs à part entière du récit, influençant décisions, alliances et trahisons. La tension montait à chaque couloir parcouru, à chaque ombre qui s'allongeait.
à chaque murmure presque imperceptible. Claude commençait à comprendre que survivre au palais exigerait bien plus que de la ruse. Il lui faudrait une perception aiguisée, la maîtrise de ses instincts et la capacité de faire face à l'imprévu, ce qui remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur le pouvoir et l'influence. Le palais n'était pas un lieu pour les curieux, c'était une épreuve pour ceux qui osaient y pénétrer, une mise à l'épreuve silencieuse d'endurance, d'intelligence et de sang-froid. Chaque personnage, chaque pièce, chaque détail architectural contribuait à instaurer une tension constante, rendant impossible la distinction entre le monde physique et le monde psychologique. Et dans ce jeu macabre d'observation et de stratégie, chaque pas pouvait irrévocablement changer le destin de quiconque osait s'y aventurer. À la tombée de la nuit, le palais révéla sa véritable nature. Des ombres s'étiraient sur les murs, prenant des formes d'un réalisme saisissant, et le vent qui soufflait dans les couloirs résonnait comme des murmures de voix oubliées. Claude sentait que chacun de ses pas était observé, chacun de ses gestes analysé, et la tension accumulée durant les premiers jours se mua en une angoisse palpable. Le premier conflit éclata lors d'un dîner officiel, dans le hall principal, où des personnalités influentes étaient réunies en silence, comme si chacun savait qu'un mot malheureux pouvait sceller son destin. Isabelle, avec sa finesse habituelle, fit une remarque voilée sur les alliances dangereuses du monde politique français. Claude comprit aussitôt l'insinuation. Quelqu'un parmi les convives manipulait l'information pour tester les réactions des personnes présentes. Monsieur Leclerc, quant à lui, restait dans l'ombre observant attentivement. Chacun de ses gestes semblait orienter le récit sans que personne n'ose le contredire. Le palais, avec son architecture labyrinthique et ses couloirs qui brouillaient les perceptions, devenait le théâtre de petits affrontements psychologiques entre les visiteurs. L'objectif de Leclerc n'était pas seulement d'intimider, mais aussi de révéler les faiblesses et d'attiser les tensions de manière calculée. Tandis que Claude tentait de comprendre la dynamique du groupe, d'étranges signes s'intensifièrent. Des portes qui claquaient sans vent, des portraits dont les yeux semblaient suivre chaque mouvement, et des échos de pas qui ne correspondaient à aucun corps visible. C'était comme si le palais possédait une conscience propre, réagissant au comportement de chaque visiteur et manipulant les événements pour tester ses limites. Le conflit entre Claude et Isabelle s'intensifia lorsqu'ils comprirent tous deux qu'ils étaient tombés dans des pièges. Claude tenta d'examiner de vieux documents susceptibles de révéler des secrets sur l'élite politique présente, mais découvrit que certaines pièces étaient verrouillées ou inaccessibles. Isabelle, de son côté, commença discrètement à recueillir des informations, évaluant les relations de confiance et les intentions cachées qui se tramaient dans l'ombre du hall principal. Les visiteurs de second rang, banquiers, diplomates et aristocrates, contribuèrent également à la complexité de l'intrigue. Chaque geste, chaque remarque revêtait de multiples significations. De petites rivalités naquirent, des alliances temporaires se formèrent et de subtiles trahisons se déroulèrent sous le regard attentif de Claude et Isabelle. La tension psychologique s'intensifia à mesure qu'il devenait évident que nul ne quitterait le palais indemne sans avoir révélé ou perdu quelque chose de précieux. Un événement inattendu exacerba le conflit. Aux premières lueurs du jour, un passage secret s'ouvrit de lui-même, révélant un document ancien gisant sur le sol. Ce document contenait des noms, des dates et des pactes politiques que nul ne pouvait ignorer. La révélation bouleversa instantanément les alliances et les soupçons. Certains prirent leur distance, d'autres se rapprochèrent stratégiquement. Claude comprit que ce document pouvait être la clé des intrigues du palais, mais il devint aussi la cible de tous les regards et de toutes les suspicions. Monsieur Leclerc apparut pour la première fois de façon plus directe, sans dire un mot. Son regard silencieux, fixé sur Claude et Isabelle, semblait évaluer s'ils étaient tous deux prêts à saisir la portée des informations nouvellement découvertes. L'atmosphère devint lourde de tension. Le palais, silencieux et vigilant, considérait chaque mouvement stratégique, chaque décision comme cruciale pour la survie physique et sociale dans cet environnement. De plus,
L'abîme qui entourait le palais devint un élément actif du conflit. Les passages proches du précipice révélaient des pièges subtils. Sols instables, balustrades brisées et échos qui brouillaient la perception spatiale. Chaque tentative d'exploration devenait risquée, mettant à l'épreuve non seulement le courage, mais aussi la capacité d'observer et de réagir rapidement. Claude et Isabelle découvrirent que se fier aveuglément à leur propre perception pouvait être aussi dangereux que de sous-estimer les lieux ou les autres visiteurs. La tension émotionnelle s'intensifiait également. Claude commença à remettre en question ses propres ambitions, réalisant que sa soif de pouvoir et d'influence pouvait le mettre en danger. Isabelle, quant à elle, devait trouver un équilibre entre intelligence et maîtrise de soi, consciente que le moindre faux pas pouvait entraîner l'isolement ou l'humiliation. Le palais semblait vibrer des peurs, des désirs et des intentions de chacun, amplifiant la moindre erreur ou hésitation. Au fil de la nuit, les petites trahisons, les malentendus et les menaces à peine voilées s'accumulèrent. La conscience d'être constamment observés les empêchait de se détendre. Claude et Isabelle comprirent qu'ils devraient s'allier, même temporairement, pour survivre à ce jeu invisible de manipulation et de tension. Mais la confiance était fragile, et le palais était toujours prêt à tester les limites, à semer la suspicion et à bouleverser les alliances. Le conflit s'est développé insidieusement. Le palais, les visiteurs et les secrets ancestraux fonctionnaient comme les rouages d'une mécanique complexe où chaque action engendrait une réaction immédiate. Claude commença à comprendre que la lutte ne se limiterait pas au pouvoir ou à l'information, mais concernerait aussi la survie psychologique, la maîtrise des émotions et la perception stratégique. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'ils réalisèrent que le palais ne tolérait aucune naïveté et que chaque erreur pouvait sceller leur destin à jamais. Alors que les tensions entre Claude et Isabelle s'intensifiaient, d'autres histoires se tissaient au sein du palais, formant une toile d'intrigue palpitante. Chaque visiteur avait ses propres motivations, souvent contradictoires, engendrant des conflits mineurs qui reflétaient et amplifiaient le conflit principal. Parmi les personnages secondaires, Victor Emery, banquier réputé pour sa ruse et son passé trouble, se démarquait. Il entretenait une relation ambiguë avec Isabelle, tantôt allié, tantôt méfiant. Leur interaction ne s'exprimait pas par de longs dialogues, mais par des gestes, des regards et de subtiles mises à l'épreuve de la confiance. Chaque rencontre entre Victor et Isabelle ajoutait une couche d'incertitude, obligeant Claude à scruter les moindres réactions et décisions. Pendant ce temps, Camille Duval, la jeune héritière d'une famille aristocratique française, cherchait à reconquérir son prestige perdu. Son intrigue secondaire s'articulait autour de la découverte de vieux documents révélant des trahisons familiales et des accords secrets du passé. Camille ne faisait confiance à personne, mais partageait parfois des informations avec Claude, créant des tensions et des opportunités. Cette relation, oscillant entre coopération et méfiance, complexifiait les interactions principales. Le palais, de par sa configuration même, renforçait ses intrigues secondaires. Des couloirs sinueux, des portes qui disparaissaient pour réapparaître ailleurs. Des escaliers à la logique spatiale débridée transformaient chaque action en une épreuve psychologique. De petites erreurs ou des décisions impulsives entraînaient des pièges subtils, portes verrouillées, chutes inattendues ou rencontres avec des figures énigmatiques semant la peur et la confusion. L'environnement contribuait à instaurer un climat de tension constante, rendant chaque intrigue secondaire non seulement intéressante, mais vitale pour la survie. Les relations entre les personnages secondaires et le conflit central ont engendré de nouveaux défis. Par exemple, Victor a manipulé l'information pour forcer Claude à se confronter à ses propres ambitions, tandis qu'Isabelle devait interpréter des signaux contradictoires pour se protéger et progresser stratégiquement. Camille, quant à elle, est devenue un maillon inattendu, apportant des informations susceptibles d'aider ou de nuire à chacun, selon leur interprétation.
La présence de vieilles lettres et de journaux intimes, découverts dans des pièces secrètes et dissimulés dans des meubles anciens, ajouta à la tension ambiante. Chaque document révélait un fragment du passé du palais, détaillant des pactes, des trahisons et le destin tragique d'anciens visiteurs. Ces découvertes exacerbèrent la paranoïa. Quiconque détenait les bonnes informations pouvait manipuler autrui, tandis que toute mauvaise interprétation pouvait s'avérer fatale. Tandis que Claude s'efforçait de déchiffrer les alliances et les intentions, le palais commença à dévoiler sa propre stratégie. Bruits inexpliqués, ombres mouvantes et changements soudains de perception spatiale transformaient chaque décision en un risque calculé. Des intrigues secondaires, comme la relation ambiguë entre Victor et Isabelle ou la quête de justice familiale de Camille, reflétaient et amplifiaient le conflit central. Survivre au palais, comprendre ses règles cachées et en ressortir transformé, ou ne jamais le quitter. Le temps devint un facteur crucial. Chaque passage exploré, chaque secret dévoilé, chaque interaction sociale semblait accentuer la pression sur les visiteurs. Le palais engendrait un sentiment d'urgence. Il fallait prendre des décisions rapidement, même sous une pression extrême, et l'inaction était aussi dangereuse qu'une erreur. Cette pression temporelle renforçait la tension narrative, maintenant un rythme intense et évitant les pauses prolongées. Alors que les intrigues secondaires s'entremêlaient, des événements inattendus mirent à l'épreuve la moralité, le courage et la ruse des personnages. Une nuit, un couloir se bloqua soudainement, obligeant Claude et Isabelle à s'allier à Camille pour s'échapper. Plus tard, Victor fut pris au dépourvu par un piège architectural, révélant des faiblesses et ouvrant de nouvelles perspectives d'alliance. Chaque situation confirmait que nul ne pouvait évoluer seul dans le palais. Chaque action avait des conséquences immédiates. La complexité de l'environnement et des relations entre les personnages montrait clairement que la victoire ou la survie dépendait de la perception, de la stratégie et du courage. L'intrigue principale, la lutte pour le contrôle, l'information et la santé mentale elle-même étaient directement liées aux intrigues secondaires. Alliances, trahisons et découvertes inattendues n'étaient pas de simples ajouts, mais des moteurs qui propulsaient le récit central, maintenant une tension palpable et préparant le terrain pour le tournant décisif. Le palais s'imposait ainsi comme un personnage silencieux, orchestrant la danse du pouvoir, de la peur et de l'ambition. Chaque visiteur, chaque choix, chaque ombre contribuait à l'écheveau complexe des intrigues secondaires qui élevaient le récit à un niveau de complexité et de suspense bien au-delà de l'évidence. Au cœur de ce scénario, Claude commençait à comprendre que chaque intrigue secondaire n'était pas une simple distraction, mais une pièce essentielle à la construction du point culminant et du destin inéluctable qui approchait. La nuit était plus dense que d'habitude. La brume des abysses descendait jusqu'aux murs du palais, enveloppant tout d'un manteau glacé. Claude emprunta un couloir latéral, suivant la trace d'un son étrange qui semblait provenir de l'intérieur même des murs. Chaque pas résonnait de façon désorientante, renforçant l'impression que le palais l'observait, le manipulait et testait ses limites. Alors, l'inattendu se produisit. Une porte ancienne, restée jusque-là verrouillée et oubliée, s'ouvrit d'elle-même, révélant un hall insoupçonné. L'espace était orné de portraits de visiteurs que Claude et Isabelle avaient déjà croisés, tous représentés dans des moments d'extrême vulnérabilité, d'humiliation ou de terreur. C'était comme si le palais conservait la mémoire de ceux qui avaient osé y pénétrer, enregistrant chaque défaut, chaque ambition démesurée. Au centre du hall, un journal intime reposait sur un piédestal de marbre noir. Claude s'approcha avec prudence, partagé entre fascination et crainte. Les pages étaient couvertes de notes détaillées sur chaque visiteur, leurs décisions, leurs alliances et leurs peurs les plus profondes. Le choc fut brutal lorsqu'il découvrit son propre nom, inscrit sur une page jaunie, accompagné d'observations précises sur ses actions des derniers jours et de prédictions sur ses agissements futurs.
Isabelle entra silencieusement, le regard tout aussi incrédule. Elle aussi découvrit des comptes rendus détaillés de son voyage, de ses déplacements calculés et des jeux de pouvoir qu'elle avait orchestrés. C'est à cet instant qu'elles comprirent toutes deux. Le palais n'observait pas seulement, mais anticipait, façonnait et manipulait le destin de chaque visiteur. La tension monta encore lorsque M. Leclerc apparut, surgissant de l'ombre comme par magie. Pour la première fois, il parla clairement. « Vous croyez contrôler le jeu, mais c'est le palais qui choisit les vainqueurs. » Cette révélation changea complètement la donne. Claude comprit que toutes les stratégies, alliances et subterfuges qu'il avait mis en place n'étaient que des pions dans un jeu bien plus vaste, régi par des forces qu'il ne maîtrisait pas pleinement. Isabelle, quant à elle, sentit que sa ruse, jusque-là infaillible, pouvait se révéler un piège mortel. Le tournant décisif s'intensifia avec un second événement. Une forte détonation résonna dans le palais, et une partie du sol du couloir principal s'effondra, révélant un gouffre jusque-là inconnu. Certaines personnes chutèrent partiellement, piégées dans le vide, et la peur immédiate déstabilisa les alliances naissantes. Claude et Isabelle durent improviser pour sauver quelques survivants, contraignant une collaboration temporaire entre ceux qui s'étaient affrontés lors de précédents conflits. À cet instant, de nouvelles facettes des personnages secondaires se révélèrent. Camille Duval fit preuve d'un courage insoupçonné, n'hésitant pas à se mettre en danger pour aider des alliés de circonstance. Victor Emery, quant à lui, laissa transparaître sa vulnérabilité, mais aussi sa perspicacité, discernant rapidement des issues de secours et des moyens de tirer profit de la situation. Le palais, plus que jamais, devint un catalyseur, révélant la véritable essence de chacun, punissant l'arrogance et récompensant la perspicacité, le courage et l'adaptabilité. Alors que le chaos s'installait, Claude comprit qu'il avait été manipulé depuis le début, que chaque décision, chaque étape, chaque choix servait un dessein plus vaste qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Ce sentiment d'impuissance était presque paralysant, mais il révélait aussi une opportunité. S'il parvenait à interpréter correctement les indices et à décrypter les manœuvres du palais, il pourrait renverser la situation à leur avantage. Le tournant décisif survint lorsqu'un passage secret s'ouvrit, menant à un espace souterrain inconnu, éclairé seulement par d'anciennes torches. Le couloir débouchait sur une salle de réunion cachée, remplie de documents relatant des décennies d'intrigues, de trahisons et même de morts mystérieuses. Claude et Isabelle comprirent alors que la clé de leur survie et de leur évasion ne résidait ni dans la compétition ni dans la manipulation des autres visiteurs, mais dans la compréhension et l'anticipation du palais lui-même, sa mémoire, sa logique et ses épreuves dissimulées. Cet événement inattendu a non seulement bouleversé le cours du récit, mais aussi transformé la relation entre Claude et Isabelle. La méfiance a fait place à une alliance stratégique fondée sur la nécessité de comprendre la complexité de l'environnement et d'en percer les mystères. La tension entre ambition et survie a atteint son paroxysme, préparant le terrain pour des décisions irréversibles, des confrontations décisives et la transformation finale qui s'annonçait. Le palais, silencieux et imposant, s'imposa comme la véritable force antagoniste de l'histoire. Il ne s'agissait pas seulement d'un conflit entre les visiteurs, mais d'une lutte de tous contre le lieu lui-même, qui les mit à l'épreuve sans relâche, révélant des secrets, forçant des alliances et exposant leurs faiblesses aux moments cruciaux. L'écho de l'effondrement et la révélation des archives anciennes résonnèrent dans tout le palais, plongeant chaque visiteur dans une tension presque palpable. Claude et Isabelle, encore sous le choc, comprirent que l'atmosphère avait changé à jamais. Le palais n'était plus seulement un lieu d'épreuve ou de manipulation, il était devenu un juge silencieux, capable de décider du sort de quiconque osait franchir ses portes. La première conséquence fut psychologique.
Ceux qui paraissaient auparavant sûrs d'eux commencèrent à hésiter. Victor Emery, connu pour sa froideur et sa ruse, laissa transparaître sa vulnérabilité, révélant que la manipulation du palais avait touché des sphères plus profondes de peur et d'insécurité. Camille Duval, en revanche, fit preuve de résilience, assumant des rôles de leader dans les situations critiques et aidant les visiteurs les moins préparés à déjouer les pièges architecturaux. La dynamique entre Claude et Isabelle évolua également de façon significative. Ce tournant les contraignit à abandonner leur rivalité latente et à instaurer une coopération tendue, mais indispensable. Leur survie reposait sur des actions coordonnées, découvrir des passages secrets, interpréter des signes subtils et anticiper les mouvements au palais. La moindre erreur pouvait être fatale, et tous deux prirent conscience que la confiance, même temporaire, était un atout stratégique essentiel. Les événements imprévus eurent également des répercussions sur les alliances secondaires. De petits groupes se formèrent et se dissolvèrent rapidement, au gré des intérêts immédiats et de la capacité de survie de chaque participant. Les relations n'étaient plus seulement politiques ou ambitieuses, elles devinrent pratiques et existentielles. Chaque visiteur commença à évaluer non seulement la valeur de ses actions, mais aussi la pertinence de chaque allié ou adversaire au sein d'un système invisible d'évaluation continue. L'impact des vestiges souterrains et des archives anciennes découvertes devint également évident. Des documents détaillant les erreurs, les trahisons et les conséquences des précédents visiteurs instaurèrent un climat de paranoïa. Chaque personnage commença à remettre en question non seulement ses propres actions, mais aussi les intentions de son entourage. Le palais agissait comme une lentille qui amplifiait les faiblesses, ébranlait les certitudes et obligeait chacun à agir avec prudence et stratégie. Physiquement, le palais continuait d'imposer des limites et des dangers. Des couloirs instables, des portes qui se fermaient inopinément et des sols qui s'effritaient renforçaient l'impression que chaque pas avait des conséquences immédiates. Claude et Isabelle devaient coordonner leurs mouvements, s'appuyant sur l'observation et une interprétation rapide pour éviter les accidents. Chaque action était mise à l'épreuve par l'environnement, qui semblait posséder sa propre mémoire et réagir aux choix de chaque visiteur, amplifiant ainsi le conflit de manière organique. La réaction émotionnelle collective fut tout aussi intense. La peur, la suspicion et la tension transformèrent le palais en un organisme vibrant, influençant les décisions et redéfinissant les relations. Claude, par exemple, commença à comprendre que ses ambitions personnelles devaient céder la place à une adaptation stratégique, tandis qu'Isabelle reconnut que son contrôle et sa froideur devaient être tempérés par la nécessité d'une collaboration tactique. Ce changement de comportement n'était pas seulement stratégique, mais aussi psychologique. Le palais révéla des vérités sur chacun, exposant des limites et des instincts cachés. Le palais demeurait silencieux, mais son effet était dévastateur. Chaque ombre, chaque couloir, chaque bruit étrange devenait un vecteur d'exacerbation des conflits, de mise à l'épreuve des alliances et de révélation des faiblesses. Les intrigues secondaires, relations, rivalités et stratégies individuelles convergeaient vers le récit central, la nécessité de comprendre le palais et de survivre aux conséquences de ses actes. Au fil de la nuit, la tension montait. Le palais semblait modifier subtilement son environnement. Les couloirs paraissaient plus longs, les portes changeaient de place, les sons se multipliaient et les ombres prenaient des formes imprévisibles. Cette adaptation constante du décor obligeait Claude, Isabelle et les autres à rester totalement concentrés, rendant chaque décision cruciale et chaque pas potentiellement décisif. Au terme de ce cycle de conséquences, il devint évident que nul ne pouvait revenir à sa naïveté initiale. Ce tournant avait modifié non seulement le cours de l'histoire, mais aussi l'état psychologique et stratégique de chaque visiteur.
Le palais consolida son rôle d'antagoniste principal, imposant des défis qui dépassaient l'ambition, la cupidité ou la rivalité. Désormais, la survie, la perception et l'adaptabilité étaient les seuls éléments qui garantissaient une chance de continuer. L'aube projetait une faible lueur sur l'abîme, filtrant à travers les vitraux brisés du palais. Le brouillard persistait, enveloppant les tours et les couloirs d'un voile gris qui rendait le monde extérieur aussi incertain que les couloirs eux-mêmes. Claude, qui jusqu'alors n'avait compté que sur sa ruse et son ambition, commença à comprendre que la survie dépendait de quelque chose de plus profond, une perception aiguisée, une capacité d'adaptation rapide et un courage calculé. Le premier défi de la journée se présenta sous la forme d'un couloir partiellement effondré, révélant un gouffre sous le plancher. Pour le franchir, Claude dut surmonter sa peur instinctive du précipice en équilibre sur d'étroites poutres instables. Chaque pas exigeait une précision absolue, une seule erreur serait fatale. Cette expérience mit non seulement à l'épreuve ses capacités physiques, mais commença également à façonner son esprit, l'incitant à aborder le palais avec plus de stratégie. Isabelle, quant à elle, dut relever un autre défi, décrypter les jeux d'ombres et de sons du palais. Des passages qui semblaient mener à des pièces communes se révélèrent être des pièges psychologiques. Elle commença à se fier davantage à son instinct et à ses observations minutieuses, développant une patience stratégique qui fit d'elle une alliée précieuse et indispensable à Claude. Ensemble, ils comprirent que la maîtrise du palais ne reposait pas uniquement sur la force ou l'intelligence individuelle, mais sur la coopération et l'adaptabilité. Pendant ce temps, Victor Emery était confronté à une épreuve de résilience. L'effondrement d'un vieil escalier le laissa temporairement isolé, l'obligeant à improviser une issue. Pour la première fois, il fit preuve de vulnérabilité, révélant une facette humaine que son arrogance passée avait masquée. Cette expérience transforma également sa perception de Claude et Isabelle, rendant possible une alliance plus stratégique et équilibrée. Camille Duval, dont la quête initiale était la justice familiale, se retrouva confrontée à des situations exigeant des décisions rapides et réfléchies. En sauvant un autre voyageur d'un passage périlleux, elle fit preuve de courage et de leadership, consolidant ainsi sa place au sein du groupe et gagnant le respect des autres. Chaque personnage commença à comprendre que la croissance et le dépassement des difficultés n'étaient pas seulement une affaire personnelle, mais aussi collective. La survie dépendait de la somme des compétences individuelles et de la coordination entre eux. Le palais, comme toujours, mettait à l'épreuve chaque avancée. Les passages secrets n'étaient révélés que lorsque la tension émotionnelle atteignait son paroxysme, comme si le lieu lui-même récompensait le courage, la perspicacité et la rapidité de décision. Une salle cachée proposait des énigmes d'observation et de logique, des leviers à actionner dans un ordre précis, des jeux d'ombres indiquant des passages et des portes secrètes ne s'ouvrant que lorsque les visiteurs reconnaissaient des signes subtils. Chaque victoire sur ces pièges renforçait la confiance, mais aussi le respect pour la puissance du palais. L'évolution psychologique de Claude fut remarquable. L'homme, animé par l'ambition à son arrivée, apprit à valoriser la perception et la patience, à observer des détails qu'il avait auparavant ignorés. Chaque interaction avec Isabelle, Victor et Camille renforça sa capacité à analyser des situations complexes et à prendre des décisions réfléchies, même sous une pression extrême. Il commença à comprendre que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la manipulation d'autrui, mais dans la compréhension de l'environnement et l'anticipation de ses pièges. Isabelle, de son côté, développa une capacité quasi intuitive à anticiper les mouvements du palais et de son entourage. Elle apprit à allier sang-froid, stratégique et collaboration indispensable, devenant non seulement observatrice, mais aussi catalyseur d'actions coordonnées qui augmentaient les chances de survie de chacun. Son évolution transforma la dynamique du leadership au sein du groupe, renforçant et optimisant les alliances. Tout au long de la journée, de nouveaux défis surgirent sous forme de labyrinthes instables,
d'ombres semblant se mouvoir d'elles-mêmes et d'échos brouillant la perception. Chaque obstacle surmonté renforça l'évolution individuelle et collective. Claude développa son courage et sa stratégie. Isabelle affûta son intuition et son leadership. Victor prit conscience de sa vulnérabilité et Camille consolida son courage et sa coopération. Le groupe apprit à interpréter les signes du palais, passant de simples visiteurs à acteurs à part entière, capables d'utiliser l'environnement à leur avantage. La plus grande leçon, cependant, résidait dans la compréhension que le palais n'était pas seulement une menace, mais un instrument de croissance. Chaque piège, chaque ombre et chaque document ancien servait à révéler les faiblesses, à tester les limites et à stimuler l'évolution. Claude et les autres comprirent que leur survie reposait sur un équilibre entre courage, perspicacité, adaptabilité et collaboration. Alors que la nuit tombait à nouveau, le groupe consolida ses acquis. Ils n'étaient plus de simples observateurs, mais des acteurs à part entière au sein du système palatial. Leur évolution et le dépassement des difficultés avaient transformé non seulement leurs compétences pratiques, mais aussi leur perception de l'ambition, du pouvoir et de la confiance en soi. Le palais, bien que toujours macabre et menaçant, commençait à devenir un lieu où l'évolution personnelle forgeait le destin. Le palais semblait vibrer d'une conscience propre, comme si chaque pas du groupe résonnait dans des couloirs invisibles, modifiant de subtils mécanismes internes. Claude, Isabelle, Victor et Camille avançaient avec prudence, conscients que chaque décision influençait non seulement leur survie, mais aussi l'équilibre entre confiance et méfiance au sein du groupe. Les intrigues secondaires commencèrent à converger. Camille, en quête de justice familiale, découvrit une série de passages secrets menant à d'anciens documents, révélant des trahisons passées qui liaient les familles de tous les présents. Ces archives permirent de redéfinir les alliances. Camille se rapprocha de Claude, tandis que Victor et Isabelle établirent une coopération stratégique pour protéger leurs propres intérêts, sans pour autant trahir complètement le groupe. Le palais semblait récompenser une collaboration partielle, tout en mettant à l'épreuve les limites de la loyauté. Un nouvel obstacle se dressa, une vaste salle au sol instable, où des pièges subtils exigeaient la plus grande vigilance. Le moindre faux pas pouvait entraîner une chute ou un emprisonnement temporaire. Le groupe devait coordonner ses mouvements, observant les jeux d'ombre et les échos sonores qui indiquaient les zones sûres. Ce défi, à la fois physique et psychologique, renforça la cohésion des personnages, transformant leurs compétences individuelles en un effort collectif indispensable à leur progression. Au fil de leur exploration, les signes annonciateurs du tournant se firent plus nombreux, des ombres mouvantes, des portes qui se fermaient d'elles-mêmes et des portraits dont l'expression changeait subtilement. Claude et Isabelle comprirent que le palais ne se contentait pas de réagir à leurs actions, mais anticipait leurs décisions. Chaque mouvement était calculé, chaque réaction observée, créant une tension croissante qui les obligeait à réfléchir stratégiquement comme dans une macabre partie d'échecs psychologiques. Les intrigues secondaires individuelles continuaient de jouer un rôle crucial. Camille se retrouva confrontée aux fantômes du passé en découvrant des preuves d'erreurs fatales de ses ancêtres, ce qui la força à affronter des traumatismes familiaux et à prendre des décisions qui affecteraient tout le groupe. Victor, habitué à manipuler les autres avec arrogance, commença à comprendre que la véritable survie exigeait une coopération réfléchie, la reconnaissance des faiblesses et le courage d'agir sous pression. Claude, désormais plus perspicace, commença à anticiper les pièges psychologiques du palais et à interpréter les signaux subtils de Leclerc. Il comprit que l'affrontement final exigerait non seulement de la force et du courage, mais aussi une précision stratégique et une intelligence émotionnelle hors du commun. Isabelle, de son côté, adapta son leadership, coordonnant les actions du groupe et équilibrant les risques, apprenant à gérer la situation sans tomber dans l'arrogance ni la prétention. Le palais, comme toujours, accentuait la pression du temps.
Les passages se fermaient brusquement, les portes disparaissaient, et l'écho des couloirs amplifiait la peur, forçant le groupe à agir avec rapidité et précision. Chaque choix pouvait être décisif, et la tension émotionnelle atteignait son paroxysme, préparant les personnages à l'affrontement final. Un événement crucial rapprocha le groupe du dénouement. Parvenus dans une pièce centrale, ils découvrirent d'anciens symboles gravés sur les murs, mêlant runes d'avertissement et signes indiquant la nature des pièges. L'interprétation correcte de ces signes leur permettrait d'accéder à la dernière zone du palais, mais la moindre erreur pourrait entraîner une chute, l'emprisonnement ou l'isolement. Cette découverte souligna l'importance de chaque intrigue secondaire. Les informations recueillies par Camille, Victor, Claude et Isabelle étaient désormais essentielles à leur survie collective. Au fil de leur progression, les membres du groupe ont commencé à remarquer des changements de comportement chez chacun. La tension s'est muée en respect mutuel. Chaque réussite renforçait la confiance, tandis que les échecs mettaient à l'épreuve la patience et la perspicacité de leurs interlocuteurs. Le palais a agi comme un catalyseur de croissance, de coopération et de révélation de talents insoupçonnés. Le décor était planté. Le groupe, désormais uni par la nécessité de survivre et de percer les mystères, s'avança vers l'ultime obstacle avant le dénouement. Le palais, antagoniste absolu, maintenait son emprise oppressante, les mettant au défi de surmonter la peur, la manipulation et l'incertitude. Chaque ombre, chaque couloir, chaque piège leur rappelait que le dénouement serait décisif, exigeant une parfaite maîtrise de leurs compétences, de leur stratégie et de leur courage. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'une porte massive se dévoila, ouvrant sur un couloir secret, éclairé seulement par la faible lueur des torches qui projetaient des ombres déformées sur les murs. C'était le seuil de l'affrontement final, le moment où stratégie, courage et perspicacité seraient mis à l'épreuve simultanément. Le groupe s'avança, conscient que rien ne serait prévisible, que chaque action aurait des conséquences immédiates et que l'issue déterminerait non seulement le destin de chacun, mais aussi le sens même de leur expérience au sein du palais. La dernière salle était plongée dans une pénombre quasi totale, où la lumière des torches projetait des ombres dansantes qui semblaient s'animer. Le sol, recouvert d'anciennes mosaïques, portait des marques indiquant de subtils pièges. Chaque faux pas pouvait sceller le destin. L'air était lourd, saturé d'odeurs de moisie et de pierres anciennes, et le silence était si absolu que le moindre murmure résonnait comme le tonnerre. Claude, Isabelle, Victor et Camille avançaient avec une extrême prudence. Le palais semblait obéir à chacun de leurs mouvements, comme si chaque action était observée et interprétée par une intelligence invisible. C'était le moment qu'ils attendaient. La convergence de leurs compétences, de leur perception et de leur courage allait être mise à rude épreuve. Soudain, une série de mécanismes invisibles se déclenchèrent. Des portes se refermèrent brutalement derrière eux et d'énormes pierres se mirent à glisser, séparant le groupe et l'isolant dans des espaces restreints du hall. Le palais instaura une tension extrême, où chaque visiteur devait faire appel à ses compétences et à son instinct pour survivre. Claude affrontait sa première épreuve directe. Un parcours semé de pièges mortels exigeait de lui une précision absolue et une grande rapidité d'esprit. Chaque pas était calculé et il devait allier courage et intelligence stratégique. Au fil de sa progression, les leçons apprises en cours de route, observation minutieuse, analyse des schémas et collaboration tactique guidaient chacune de ses décisions. Isabelle, isolée dans un couloir latéral, faisait face à des ombres qui semblaient animées d'une conscience propre, projetant les images de ses peurs et de ses échecs. Pour les surmonter, elle devait maîtriser sa peur, interpréter des signes subtils et agir avec précision, démontrant ainsi la solidité de son évolution stratégique et émotionnelle. La dernière ombre se dissipa lorsqu'elle allia intuition et analyse logique, ouvrant le passage qui la reconnecta au groupe. Victor et Camille durent affronter des obstacles similaires, chacun aux prises avec des pièges physiques et psychologiques exploitant ses faiblesses.
Victor fit preuve d'un courage et d'une résilience inattendus, usant d'une observation rapide et d'une analyse stratégique pour échapper à des pièges qui l'auraient déstabilisé. Camille, guidée par son instinct et son expérience, parvint à désactiver des mécanismes dangereux et à ouvrir la voie aux autres. Chaque action reflétait la croissance individuelle et collective que le palais avait imposée. Au plus fort de la confrontation, Claude découvrit le journal intime qui avait tout changé, le document qui avait anticipé chaque mouvement. Il comprit alors le dénouement. Le palais n'était pas une simple épreuve physique ou psychologique, mais un système qui récompensait ceux capables d'allier apprentissage, collaboration et stratégie. Mettant en pratique tout ce qu'il avait appris, Claude parvint à manipuler une partie de l'environnement, créant ainsi un passage sûr qui permit de réunir le groupe. Isabelle et Claude se retrouvèrent au centre du hall, où un dernier piège semblait insurmontable. Il leur fallut allier perspicacité, courage et confiance mutuelle. En synchronisant leurs mouvements et en activant d'anciens mécanismes dans le bon ordre, ils parvinrent à neutraliser le danger, révélant un passage secret menant à la sortie finale du palais. Le palais, silencieux et imposant, semblait reconnaître la victoire. Les ombres se dissipèrent, les mécanismes s'arrêtèrent, et le crépuscule se mua en une douce lumière tamisée, signe que le voyage était terminé. Le dénouement était clair. Il ne s'agissait pas seulement de survie physique, mais d'évolution, de dépassement des peurs, d'interprétation des signes et d'apprentissage de la collaboration sous une pression extrême. Une fois le dernier passage franchi, Claude, Isabelle, Victor et Camille émergèrent à l'extérieur, respirant l'air froid de l'abîme illuminé par l'aube. Chacun d'eux était transformé, non plus de simples survivants, mais des individus qui avaient affronté leurs ambitions, leurs peurs et leurs limites. Le palais demeurait derrière eux, imposant, mystérieux et silencieux, comme s'il gardait à jamais ses secrets, mais aussi comme témoin de l'évolution de ceux qui avaient osé le défier. Le dénouement ne s'est pas limité à la survie, mais a engendré une transformation profonde chez les personnages. Claude a appris à concilier ambition et perspicacité, Isabelle, leadership stratégique et courage émotionnel, Victor, ruse et collaboration, et Camille, quête de justice et intelligence tactique. Chacun en est ressorti non seulement indemne physiquement, mais aussi psychologiquement transformé, prêt à affronter le monde extérieur avec une nouvelle compréhension du pouvoir, de la peur et de la survie. Le palais se dressait au-dessus du gouffre, silencieux et imposant, observant le monde extérieur, sans en dévoiler les secrets. Claude, Isabelle, Victor et Camille étaient maintenant dehors, respirant l'air frais du matin, chacun portant les marques visibles de la tension, de la peur et de la transformation qu'ils avaient vécue. Cette expérience les avait changés à jamais, non seulement en tant que survivants, mais aussi en tant qu'êtres capables d'affronter leurs propres limites et leurs peurs. Claude éprouva un mélange de soulagement et d'introspection. Ses ambitions, autrefois aveugles et guidées par la soif de pouvoir, étaient désormais tempérées par la perspicacité et la prudence. Il avait appris que la force seule ne garantit pas la victoire. C'est la capacité d'observer, de s'adapter et de collaborer qui détermine l'issue des situations extrêmes. Cette leçon allait influencer ses décisions futures, non seulement dans les environnements risqués, mais aussi dans sa vie personnelle et ses relations. Isabelle, toujours stratégique et calculatrice, trouva au palais une épreuve qui mit à l'épreuve non seulement son intelligence, mais aussi son courage et son leadership. Elle comprit que faire confiance aux autres, même temporairement, n'était pas un signe de faiblesse, mais un atout essentiel pour naviguer dans des situations complexes. Son évolution refléta sa maturité émotionnelle et sa capacité à concilier raison et instinct, la rendant encore plus résiliente. Victor Emery, arrivé fier et sûr de lui, en est ressorti avec une compréhension inattendue de la vulnérabilité et de la collaboration. Son expérience au palais lui a appris à gérer l'incertitude sans s'appuyer uniquement sur la manipulation ou la ruse.
Il a compris que la force et l'intelligence sont vaines sans une empathie stratégique et une fine compréhension des intentions d'autrui. Camille Duval, dont la quête initiale était la justice familiale, a trouvé bien plus que de simples réponses historiques. Le dépassement des obstacles l'a transformée en une leader capable de prendre des décisions rapides sous pression, alliant instinct et raisonnement logique. Son parcours a révélé que le courage et la détermination peuvent coexister avec la réflexion stratégique, créant ainsi une puissante combinaison de force et d'intelligence. Le groupe comprit alors que le palais ne mettait pas seulement à l'épreuve les capacités physiques, mais aussi l'essence même de chaque individu. Peur, faiblesse et force étaient exacerbées, transformant chaque épreuve en une occasion de grandir. Chaque piège, chaque ombre, chaque découverte n'était pas seulement une menace, mais une leçon savamment orchestrée pour former des survivants capables d'affronter toute adversité. Tandis qu'il traversait le terrain rocailleux près de l'abîme, un sentiment de victoire s'accompagnait d'un respect silencieux pour le lieu qui les avait transformés. Le palais, aussi macabre et menaçant fut-il, avait rempli sa mission. Il avait révélé des limites, forcé l'évolution et dévoilé des vérités qu'aucun visiteur ne pouvait ignorer. L'issue de cette expérience apporta soulagement et transformation. Le danger était passé, mais les leçons demeuraient. Chaque personnage portait des cicatrices, non seulement physiques, mais aussi émotionnelles et psychologiques, rappel indélébile que le courage, la perspicacité et la collaboration sont essentielles pour surmonter les épreuves les plus extrêmes. Le palais, perché au-dessus de l'abîme, restait silencieux, gardien de ses secrets et se préparant à accueillir de nouveau ceux qui oseraient y pénétrer. Claude, Isabelle, Victor et Camille, unis par l'expérience, ont suivi des chemins différents de ceux qu'ils avaient empruntés à leur arrivée, plus attentifs, plus stratégiques et plus conscients de leurs limites et de leur potentiel. L'affrontement final les a marqués, leur faisant comprendre que le véritable défi n'était pas seulement de survivre, mais de grandir, de se transformer et de comprendre la complexité du monde qui les entourait et d'eux-mêmes. Des mois s'étaient écoulés depuis leur départ du palais, mais ces leçons restaient vivantes en Claude, Isabelle, Victor et Camille. Chacun suivait son propre chemin, marqué par de profondes transformations. Le courage, la perspicacité et la stratégie guidaient désormais leurs décisions. Au loin, le palais se dressait imposant, au-dessus de l'abîme, silencieux et immuable, gardant ses secrets et attendant ceux qui oseraient franchir ses couloirs. Le souvenir des épreuves traversées résonnait comme une ombre permanente, leur rappelant que tous les voyages ne sont pas visibles et que la véritable épreuve se déroule souvent au plus profond de chacun. Si la tension, le mystère et les rebondissements du palais au bord de l'abîme vous ont captivé, partagez votre expérience. Dites-nous quel personnage a, selon vous, affronté les défis avec le plus de stratégie ou de courage. Aimez et partagez l'histoire, pour que d'autres puissent vivre ce voyage intense et macabre. Abonnez-vous pour suivre de nouveaux contes et récits explorant le mystère, le suspense et l'évolution humaine. Chaque réaction de votre part nous aide à créer des récits encore plus captivants. Le palais demeure là, silencieux, et qui sait, la prochaine histoire pourrait bien vous mettre en scène.